Bonjour à tous, pour le Zoom aujourd'hui, je reçois Robert Redeker. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tous les fidèles de l'émission. De TV Liberté, alors vous êtes agrégé de philosophie, vous avez écrit de très nombreux ouvrages, vous avez fait 15 ans en tant que membre du comité de rédaction des Temps modernes et vous revenez avec un nouvel ouvrage, Les Sentinelles d'humanité, manuel de philosophie sur la figure de l'héroïsme et de la sainteté. Alors pour commencer cet ouvrage, on redécouvre la figure d'Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a donné sa vie pour en sauver une autre pendant l'attentat de Trèbes à côté de Carcassonne. Arnaud Beltrame finalement plante bien le sujet, puisque on se pose cette question, vous la posez, est-ce un héros, un saint, une victime, un martyr ? On prend tout de suite conscience de toute la complexité de ce sujet. Alors une victime, certainement pas. Je suis très choqué, par exemple, quand le président de la République, lorsqu'il commémore les 2 dernières guerres mondiales, lorsqu'il commémore les soldats morts, par exemple pendant la Première Guerre mondiale, dit ce sont des victimes de la guerre. Non, celui qui sacrifie sa vie pour une réalité transcendante comme la nation ou autre chose, n'est pas une victime. Donc d'abord, on élimine le terme de victime. On élimine le terme de victime. Alors un saint, peut-être, je ne suis pas théologien, ce n'est pas à moi de décider, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sainteté. Dans son acte, je peux donner une référence. Une référence qui remonte au Moyen-Âge, à un siècle avant Jeanne d'Arc. Nous parlerons peut-être de Jeanne d'Arc tout à l'heure, parce que ça ressemble beaucoup à Jeanne d'Arc. Sainte Catherine de Sienne. Voilà ce qui est arrivé. Un homme tout à fait épouvantable, qui a commis de multiples crimes et condamné à mort. C'est une mort violente à l'époque, ce Moyen-Âge italien. Et Sainte Catherine de Sienne, au moment de la nuit précédant son exécution, prie Jésus d'échanger, c'est-à-dire d'accorder le salut à cet homme et la damnation à elle. C'est-à-dire, elle demande à Jésus, elle offre sa damnation en échange du salut de cet homme-là, qui est un criminel, par ailleurs. Bon, ça c'est la matrice de la substitution sainte ou de la substitution héroïque. Voilà. Et je crois que ça a beaucoup inspiré Arnaud Beltrame. Alors un saint, nous ne décidons pas, mais un héros, probablement. Alors il faut voir que c'est un héros que l'on a cherché à faire taire. On a montré l'image spectaculaire de cet homme qui donne sa vie pour sauver la vie d'une femme, mais en fait, on a masqué son discours. Son discours, c'est celui de l'ancienne France, qui semblait revenir à ce moment-là. Arnaud Beltrame insistait sur ce que c'est qu'un soldat de son espèce. C'est une articulation à la nation et à Dieu. Voilà. D'où le parallèle que je fais avec Jeanne d'Arc. Comme si, finalement, dans cet acte d'héroïsme, l'histoire de France était, l'histoire de France au sens spirituel de cette histoire, était résumée en quelques heures, aux quelques heures de ce drame. Voilà. Ai-je répondu à votre question? Je l'ai déjà oublié. C'est en tout cas une ébauche. Oui. Pour définir la figure d'Arnaud Beltrame. Alors justement, pour essayer de distinguer ces termes fondamentaux dans cet ouvrage de héros et de saint, vous les inscrivez dans une temporalité différente. Vous expliquez finalement que le héros existe par l'acte héroïque, ponctuel, et qu'à l'inverse, il y a une vie de sainteté. Oui. Alors là, dans le cas d'Arnaud Beltrame, c'est très intéressant, parce qu'il y a cet acte ponctuel, mais il semble quand même préparé par sa recherche spirituelle. Hein, comme si cet acte était le débouché d'une recherche sur un temps plus long.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'Arnaud Beltrame donne sa vie, la perd. Non, je crois qu'il la sauve. Le héros sauve sa vie, finalement, par le sacrifice, en perdant apparemment la vie matérielle, la vie civile, terrestre, en se retrouvant au cimetière ou où vous voulez. Mais finalement, ce sacrifice, c'est un salut. Donc, il ne perd pas la vie, il sauve sa vie en sauvant celle, pour le coup terrestre, de la dame qui était une otage. Bon. Alors maintenant, je reviens à la temporalité sur laquelle vous venez de m'interroger. Généralement, l'acte héroïque est bref et inattendu. Et il peut arriver que celui qui réalise un pareil acte héroïque soit le reste du temps dans sa vie tout à fait ordinaire ou pire. D'où l'ambiguïté du terme de héros. On n'est pas héros tout le temps. Mais on est héros un moment. Voilà. Vous faites un parallèle d'ailleurs avec le déterminisme. Oui, nous y reviendrons. Je voulais continuer cette ligne d'idées. Au contraire, la sainteté, c'est lié à un cheminement qui est très très long. On peut commencer très bas ou très mal. Saint Augustin, dans les Confessions, raconte qu'il était un mauvais garnement, au fond, avant de devenir celui que nous avons connu. Donc c'est tout un cheminement, une progression vers la sainteté. Ou bien Sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'on lit l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila, on voit bien qu'à l'adolescence, elle n'était pas un modèle de vertu, et pourtant c'est devenu la grande Thérèse, le modèle de toute sainteté mystique. Voilà. Donc c'est la brièveté comme l'éclair du côté du héros et l'endurance de la longue durée. Le cheminement. Le cheminement, mais endurant parce que c'est difficile, c'est semé d'embûches, semé de tentations. Il y a en permanence des tentations qui sont là pour vous dévier, vous faire dévier du chemin de la sainteté. Voilà. Et dernier point que je voulais ajouter pour vous répondre, c'est le côté réfractaire des deux. Finalement, le héros est un réfractaire. Un héros comme Beltrame, ce n'est pas sûr du tout que l'institution militaire aime beaucoup les héros. Elle va ensuite les récupérer, parce qu'elle en a besoin pour se donner de l'air, de l'oxygène, en quelque sorte. De même, l'Église a toujours eu beaucoup de difficultés avec les saints. Alors, elle a fait condamner Jeanne d'Arc, avant d'en faire la sainte que l'on sait. Elle a eu des difficultés avec Saint François d'Assise, tous. Donc, dans la mesure où les institutions sont toujours des bureaucraties qui aiment que les choses soient dans un cadre normal, le saint et le héros, c'est à chaque fois plutôt à la marge. Il bouscule finalement l'ordre établi ou l'ordre que le système voudrait voir se continuer. Oui, dont le système a pourtant besoin. Alors à un moment ou à un autre, il est obligé de le récupérer, mais ce n'est pas nécessairement avec plaisir. Alors j'aimerais revenir, on en a évoqué un tout petit peu les contours, sur ce parallèle que vous faites avec l'armée française de 1914, que vous considérez être un héros collectif. Oui. C'est assez rare, singulier dans l'histoire. D'abord, il faut savoir que ce qui s'est passé n'est pas ce que l'on dit lors des commémorations. On dit toujours les poilus, les millions de morts l'ont été pour des idées ou pour la paix, pour des valeurs. Voilà. On met l'accent sur les valeurs. Je crois que quand on met l'accent sur les valeurs, on
trahi ceux qui sont morts dans les tranchées en 1914. Voilà. Ils ne sont pas morts pour des valeurs, liberté, égalité, fraternité. Ils ne sont pas morts pour ce que l'on veut leur faire endosser aujourd'hui pour la paix. On dit qu'ils sont morts pour la paix. Non. Ils sont morts pour la nation. Voilà. Et la nation, c'est autre chose que les valeurs abstraites. Bon. Ils sont morts pour la nation indépendamment de leur croyance en telle ou telle valeur, justement. Quand la nation, finalement, avait une valeur encore transcendantale. Oui, quand elle était une... la nation, c'est à la fois une réalité historique et un imaginaire. Ça ne peut exalter que si elle est un imaginaire que l'on nourrit, justement, par les figures des héros, par le rappel de l'histoire. Il ne faut pas prendre le terme d'imaginaire en mauvaise part, il faut pas le prendre en un sens péjoratif, ou même il ne faut pas dire, oui, puisque c'est de l'imaginaire, c'est pas réel. Non, non, je crois que l'imagination est une des facultés qui permet d'attraper la réalité, qui permet de comprendre la réalité. Donc vous voyez, la nation, c'est un imaginaire qui a mobilisé le courage de tous ceux qui sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Alors je me suis interrogée toutefois parce que, évidemment, dans les tranchées, tous les soldats qui étaient présents n'avaient pas forcément fait le choix en âme et conscience de s'y trouver. Est-ce que, pour autant, on peut être un héros, j'allais dire, malgré soi? Malgré soi, on ne l'est jamais. Bon. Mais objectivement, même s'ils n'avaient pas tous fait le choix, et encore il faudrait savoir. Encore il faudrait savoir quand on lit les correspondances de la guerre de 14, des poilus, c'est très ambigu. C'est-à-dire, il y a d'un côté beaucoup de récriminations contre la guerre, mais il y a de l'autre côté beaucoup d'amour de la nation française, même chez ceux qui font ces récriminations. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est l'ensemble qui est un héros. C'est le peuple et la nation ont été à ce moment-là la même chose. Et alors vous avez lié aussi, j'ai noté, la notion de courage aux notions de souveraineté et de liberté. C'est quelque chose qui m'a semblé très intéressant. Alors le courage, qu'est-ce que c'est que le courage? C'est la vertu mère de toutes les autres vertus. Bon. Je crois que le courage, c'est le contraire du déterminisme. Voilà. Dans le déterminisme, on se laisse aller, on se laisse pousser par le flot des choses, par la nature et la culture, sans trop réfléchir. Bon. Le courage, c'est un moment de rupture. On rompt avec le déterminisme. Donc, c'est-à-dire, on commence quelque chose qui est en rupture. Tout acte de courage est un commencement. Voilà. Mais pour rompre, il faut de la souveraineté. Il faut cette liberté qui est la souveraineté. Donc, oui, ce que je voulais dire par là, c'est que courage, liberté, souveraineté sont très liés dans la mesure où, à chaque fois, ils sont des commencements. Et je crois que de cette façon-là, ils expriment la différence entre la nature humaine et ce qui se passe dans les autres espèces vivantes, où le déterminisme biologique et physique dicte finalement tout. La particularité de la nature humaine, c'est la capacité de décider, de rompre et de commencer quelque chose. Voilà, ça s'appelle la liberté. Et la liberté repose sur le courage. Et alors, de ce fait, on serait tenté de se dire, en faisant un parallèle avec la société actuelle, la civilisation actuelle, sommes-nous suffisamment libres encore pour devenir des héros? Le héros est quelque chose qui devient de plus... Il y a eu des héros au XXe siècle, Solzhenitsyn par exemple, est le modèle de l'héroïsme, le héros que l'on ne veut pas écouter. Ce qui se passe, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de transformer l'humanité.
de transformer les hommes c'est tout un processus anthropotechnique en essayant de faire naître un autre type d'homme que ce que nous avons connu jusqu'ici, le transhumain peut-être. Bon. Un homme meilleur, diront certains. Deux sortes d'hommes, si vous voulez. Le transhumain pour les riches dominants et les autres seront des ilotes. Un peu comme dans le film de Fritz Lang, Métropolis, que vous connaissez peut-être. Je crois que c'est une des formes d'avenir qui pourrait se dessiner. Et là-dedans, apparemment, le courage est impossible. Si les hommes sont les uns des ilotes que l'on essaie à la fois auquel on donne le pain et le cirque, d'un côté, et vous êtes content avec ça, et de l'autre, des dominants transhumains qui auront acquis par des procédés chimiques l'immortalité, peut-être. Et tout ça dans un cadre où l'on pourra choisir ce que seront nos enfants. On pourra donc les commander en kit. C'est comme Ikea, ce que prévoit à terme PMA, GPA. C'est quelque chose comme ça. Bon, apparemment, donc, on sort de l'humanité. Et les figures du héros et du saint, c'est pour ça que je l'appelle les sentinelles, sont là pour nous dire il faut éviter cette sortie de l'humanité, il faut éviter cet avenir-là. Bon. Mais cet avenir-là, je n'y crois pas tout à fait, en fait. Bon, je n'y crois pas. Vous allez dire que c'est très optimiste, que c'est de l'espoir. Je n'y crois pas tout à fait parce que, contrairement à ce qui est à la mode depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il existe une nature humaine. Bon. Et s'il existe une nature humaine, les projets du transhumanisme échoueront, comme ont échoué depuis plusieurs siècles toutes les tentatives de fabriquer un homme nouveau. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la notion d'immortalité, justement, vous reprenez dans le livre Vladimir Jankélévitch, vous expliquez qu'il écrit « Le héros est un héros parce qu'il meurt, il n'y a pas en ce sens de héros vivant ». Alors vous étayez un peu cette phrase finalement en expliquant qu'on entend vivant par vivant en tant que héros. Est-ce que vous pouvez toutefois nous expliquer cela ? Alors, si l'on regarde la phrase comme ça de façon littérale, Jankélévitch n'a pas forcément tout à fait raison. Nous citions tout à l'heure Solzhenitsyn, c'est quelqu'un qui a été héroïque pendant des décennies. Voilà. Donc, on n'a plus cette notion de ponctualité. Non, alors. Avec lui, non. Donc un héroïsme, un héros vivant pendant longtemps. Mais je crois en effet que le héros peut mourir à lui-même. Bon, on peut dire, par exemple, il y a beaucoup de pages sur Nietzsche et Bonaparte, Napoléon dans le livre. J'ai essayé de cerner le problème Napoléon sans y réussir, parce que je crois que c'est impossible d'y réussir complètement. Bonaparte, à certains moments, est un héros. Bonaparte, Pont d'Arcole, etc. Bon, qui réussit quelques exploits. Mais est-ce que ce héros ne meurt pas en devenant Napoléon et en poursuivant un héros supérieur, j'allais dire. Voilà. Donc dans ce cas-là, le héros meurt à lui-même. L'aliénation de l'ego, quelque part. L'aliénation de l'ego. Bon, c'est ce que l'on peut finalement reprocher à Napoléon, à Bonaparte-Napoléon, c'est ceci. Il est un héros quand il s'abandonne lui-même, quand il se perd lui-même. Voilà. Mais il est ensuite rattrapé par l'ego moderne, l'ego surdimensionné, enflé, moderne. Bon. Et l'Empire, c'est également ça, ou plutôt c'est le balancement entre les deux. L'héroïsme de Bonaparte, c'est la perte du moi. Mais Napoléon, ensuite, c'est le moi vorace,
qui essaie de dominer et de dévorer tout le reste. En ce sens, on peut dire que lorsqu'il survit, finalement, le héros meurt à l'intérieur de lui-même. Alors justement, j'aimerais qu'on reste sur cette notion de mort et d'importance de la mort dans la figure du héros, parce que cela m'a fait penser tout simplement à cette obsession de mourir en martyr des terroristes islamistes. Finalement, est-ce que les notions d'héroïsme, de sainteté que vous proposez ne sont pas des notions profondément occidentales ? Si, parce que l'exemple dont vous parlez, il ne meurt pas en martyr, il meurt en assassin. C'est très différent. Un assassin n'est pas un héros, non, que je sache. Mais de leur point de vue, il meurt en martyr. Oui, mais c'est un sophisme. C'est un sophisme parce que c'est un culte de la mort des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le martyr dans ce cas-là ? C'est de tuer le plus de personnes possible au prix de sa propre mort. Voilà. Je ne crois pas qu'on soit dans l'héroïsme, là, ni dans la sainteté, ni dans la véritable martyrologie. Hein. On est purement et simplement, me semble-t-il, dans l'assassinat à partir d'idéologie, hein, si vous voulez, à partir de fantasmes idéologiques. Bon, c'est très différent du héros. Le héros suit un chemin spirituel, intellectuel de perte, d'abandon de soi. Bon, il n'y a pas dans l'idée du héros, bien que ce soit ce qui se passe, bon, il n'y a pas cet égo, la recherche de cet égo triomphant que l'on trouve dans le type d'assassinat dont vous parlez. Voilà. Parce que le paradis promis à ces assassins, quel est-il ? Bon, que va-t-on retrouver au paradis? Le moi. C'est ça. Ils commettent leur acte en quête de quelque chose. En quête du moi. C'est-à-dire en quête du salut du moi. Mais dans la sainteté chrétienne, le moi, c'est ce que l'on doit perdre. Et dans l'héroïsme, le moi, c'est ce qui se perd. Alors j'entends ce que vous dites, Robert Hedeker, évidemment, j'allais dire, je partage évidemment votre point de vue. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on constate que ces figures de terroristes sont considérées par certains comme des véritables héros et comme des véritables martyrs. Comment expliquez-vous finalement cette telle distorsion lexicale ou sémantique de ces notions, justement, dans des sociétés telles que la société française? Oui, parce que nous... il y a plusieurs voies pour essayer d'expliquer cela, sans avoir sans doute l'explication définitive, finale. Bon, nous sommes quand même dans un type de société sur fond d'effondrement de l'idée de vérité, de l'effondrement de la certitude qu'existe des essences ou ce que l'on appelle les natures. Cela, c'est un ensemble qui fait que peuvent proliférer les ersatz ou les substituts ou les pseudo-héros ou pseudo-saints que la machine planétaire à divertissement fabrique et pour en donner en permanence. Et je crois en effet que les exemples que vous citez sont fabriqués par... on sait bien quelle chaîne de télévision, venue d'où, sont à inscrire dans cet univers de pseudo-héros, de pseudo-saints, sur fond d'effondrement du sens et de la vérité. Mais, alors, on va mettre un petit bémol avec donc une petite touche d'espoir. Le fait que les gens se trompent,
que les gens suivent de faux héros ou de faux martyrs est en même temps l'index que l'héroïsme et la sainteté sont des besoins profonds de l'être humain, que le sacrifice est un besoin profond de l'être humain. Voilà. Je crois que dans le livre, je cite Lacordaire, qui parlait en ces termes-là du sacrifice. Mais le sacrifice, personne n'y comprend rien. Pourtant, c'est l'humanité. Alors j'aimerais, pour terminer, faire un parallèle avec un autre ouvrage que vous avez commis, L'éclipse de la mort, parce que, évidemment, la question de la mort est intrinsèquement liée finalement à cette figure du héros comme du saint. Est-ce que finalement, vous diriez que l'explication de l'absence ou de la rareté de la figure héroïque aujourd'hui est due à cette disparition progressive de la mort dans nos sociétés? C'est tout à fait lié. Bon, que se passe-t-il dans nos sociétés avec la mort? Elle est devenue incompréhensible, elle est le vide, elle n'a plus de sens. Elle ne veut plus rien dire. Enfin, ce n'est pas mon point de vue personnel. Et elle tend à devenir presque invisible. Voilà, et puis on la cache. Bien sûr. Elle devient invisible. Bon. Mais si la mort n'a plus de sens, on ne peut plus comprendre l'héroïsme. On ne peut plus comprendre que l'homme meurt pour... Alors ça peut être pour la nation, ou ça peut être pour se transcender. Pour se transcender. On peut demander aux familles, les familles auraient trouvé que c'est un honneur. C'était un sentiment très partagé dans les années 20, 30, encore 40, 50, d'avoir des enfants qui meurent pour la nation au combat. Aujourd'hui, c'est très rare et personne ne veut sacrifier, n'accepterait que l'un de ses enfants soit sacrifié pour la nation. Voilà. Ça, c'est un changement anthropologique à la fois massif et très important. C'était une possibilité qui était vécue comme une fierté par les familles, donner un enfant à la nation il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu, ou bien si vous dites ben, je serais fier que mon enfant meure pour la nation, vous n'allez pas très bien. Est-ce que c'est pas intrinsèquement lié, là encore, à la difficulté pour l'imaginaire collectif de comprendre ce qui est aujourd'hui la nation, justement? La nation... Autre chose qu'un agglomérat administratif. Voilà, c'est d'abord le résultat de l'éducation. C'est QFD. C'est ça, c'est le résultat de l'éducation. Le sentiment national, c'est l'éducation, donc par les parents puis par la société, qui le donne. Bon. Aujourd'hui, l'objectif de l'éducation que donnent les parents et malheureusement l'école, c'est la réussite. C'est la réussite personnelle, individuelle, c'est-à-dire finir par avoir du pouvoir et de l'argent plus que les autres, plus que le voisin. Donc c'est s'épanouir l'objectif. Mais pour que cela soit possible, il faut que l'éducation à la nation ait disparu. Donc il y a eu une substitution de... je vais donner un autre exemple. Pendant longtemps, l'éducation avait pour objectif devenir meilleur. Aujourd'hui, c'est devenir le meilleur. C'est très différent. On élevait ses enfants pour qu'ils deviennent meilleurs moralement, civiquement, c'est-à-dire de meilleurs hommes et de meilleures femmes. Aujourd'hui, l'éducation, même à l'école, devient le meilleur au sens où réussit, gagne de l'argent, et de jolies voitures, ou enfin tout. Non, cela va changer avec la mode. La mode bio. La mode bio, et ainsi de suite. Mais vous voyez, donc c'est réussis, épanouis-toi. Et plus sacrifie-toi, et plus c'est beau de se sacrifier pour
quelque chose qui est transhistorique comme ça, qui a été marqué par Jeanne d'Arc, qu'on appelle la nation. Eh bien, merci beaucoup Robert Redeker. C'était une forme d'éloge à l'héroïsme, pour que l'héroïsme revienne. Mais il reviendra de toute manière. C'est-à-dire, il est entre parenthèses dans notre société parce que nous voulons être des sociétés post-historiques, c'est-à-dire des sociétés sans le tragique de l'histoire, qui ont oublié le tragique de l'histoire. Mais l'histoire est tragédie par nature, et quand la tragédie reviendra, le héros apparaîtra forcément. Merci beaucoup Robert Redeker. Je rappelle, c'était Les Sentinelles d'Humanité, philosophie de l'héroïsme et de la sainteté. C'est aux éditions Deslay de Brouwer. Merci beaucoup monsieur. Merci.